Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, l'usage excessif de la force est loin d'être une solution à la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est du moins l'avis des défenseurs des droits de l'homme. Il révèle des insuffisances dans les stratégies gouvernementales pour mettre fin à la crise anglophone. Un avis que ne partage pas le gouvernement qui brandit des mobilisations et le désarmement de certains groupes séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le climat d'insécurité qui règne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a eu un impact négatif sur la célébration des fêtes de fin d'année. Plusieurs localités ont été le théâtre de violents combats. Les routes sont restées désertes. Les populations plongées dans la peur. Des familles n'avaient pas du tout le cœur à la fête. Ambiance de célébration dans quelques localités. Dans ce reportage, Kessine, Kediara et Dalastiana. Quelques jours après l'entrée dans le Nouvel An, la crise anglophone continue de faire rage dans le Nozo. Déjà le 31 décembre 2019, c'est un homme d'affaires nommé Abanda Gottlof Ndi, populaire dans la région du Nord-Ouest, qui va se faire enlever par les Amba Boys alors qu'il se rendait à Ngui, un petit marché de brousse, pour y faire ses achats. Bien plus tard dans la soirée, toujours ce 31 décembre, des coups de feu vont être entendus dans la ville de Bamenda. Le 1er janvier, c'est à Maïfortine, à Bouya, que des échanges de coups de feu vont se faire entendre cette fois. Des voitures vont être incendiées. Ce même 1er, à Mouyouka, toujours dans le sud-ouest, des échanges de tirs ont eu lieu entre les séparatistes et des éléments de l'armée. Des coups de feu qui vont aboutir dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 à l'incendie du bureau du sous-préfet. Si les flammes ne vont consumer qu'une partie du bâtiment, il n'en demeure pas moins vrai que cette autre attaque attribuée aux sécessionnistes va soulever une avalanche de questionnements. En effet, les observateurs se demandent comment un bureau situé non loin d'un poste de police et d'un camp du Bir a pu subir les assauts des sécessionnistes sans que ces deux corps ne se doutent de quelque chose. Il faut également préciser que cette question avait déjà été soulevée par le passé quand des établissements scolaires placés sous la protection de l'armée avaient quand même été le théâtre d'incendies et de kidnapping. Le 2 janvier, dans la journée, le corps sans vie de Abanda Gottlof Ndi va être retrouvé par les membres de sa famille, non loin du lieu de son kidnapping. Ce même 2 janvier, en soirée, des sources rapportent des échanges de coups de feu. Un tacon, toujours dans le Nord-Ouest, le bilan cette fois fait état d'au moins 6 blessés et de 4 morts. Et le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale dénonce l'usage excessif de la force dans la résolution de la crise anglophone, alors que dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État, Paul Biya, indiquait que la sécurité serait renforcée si besoin. L'ONG estime cependant que c'est un aveu d'échec du gouvernement qui gagnerait à changer de méthode pour mettre un terme à cette crise. Les précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Alors que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les régions anglophones, des ONG et la société civile camerounaise pensent qu'il est plus que jamais temps pour le gouvernement de changer de stratégie de communication axée sur des menaces. D'abord, le discours du président de la République était tellement décousu qu'on a l'impression qu'on a pris des bouts de phrases et on a mis ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au moment où lui-même dit qu'il y a eu un dialogue, grand dialogue national, est-ce qu'on avait encore besoin de mettre en avant, n'est-ce pas, la force? Non. Donc cela veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas certains que tout ce qu'ils ont mis jusqu'en place marche. À la veille, il y a quand même un fait majeur. Il a offert 100 camions, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il y a un problème. Et si vous reconnaissez qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas solutionner le problème avec la force. Donc, ce que tout le monde attendait, surtout nous, la société civile, c'est de dire j'ai compris, nous allons nous asseoir tranquillement avec les contributions de ceux qui n'ont pas été au dialogue parce qu'il y a eu probablement des ratés.
Selon des ONG, le gouvernement, à travers ses récentes sorties et des actions sur le terrain, reconnaît à demi-mot que le calme est loin d'être de retour. Le ministre de l'administration territoriale qui a d'abord menacé les organisations internationales, y compris le REDA, qu'il a cité énormément, dans une supposée cargaison de munitions, dans une ambulance et dans un camion. Sauf que on appelle ça le flagrant délit. Il aurait dû montrer à vous tous les journalistes et à la communauté nationale et internationale, n'est-ce pas, ces photos, n'est-ce pas, de l'ambulance et du camion qui portait des cargaisons d'armes. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été cousu, bien ficelé, qui a été préparé en avance pour faire peur, n'est-ce pas, aux populations qui en ont déjà marre. C'est pour cela que nous pensons que la solution de force ne peut pas résoudre le problème au nord et sud-ouest. Donc nous disons non, non et non. Le REDAC, qui fait partie des organisations qui rendent compte de l'évolution de la situation sécuritaire dans les régions anglophones depuis le déclenchement de la crise, vient de recevoir le prix de l'autonomisation désintéressée de la communauté afro, une consécration pour l'ONG qui célèbre 10 ans d'existence. Et entre la nuit de la Saint-Sylvestre et le jour de Nouvel An, 5 personnes ont été tuées durant la transition vers la nouvelle année. Une soixantaine de cas ont été enregistrés au centre des urgences de Yaoundé. Malgré cet afflux, le personnel médical estime qu'il y a eu moins de victimes que les années antérieures. Le reportage de Rodrigue Ngassier et de Marcelin Gansop. Lendemain de fête, au centre des urgences de Yaoundé, le directeur et son état-major font le tour du propriétaire. Le personnel est en poste après une nuit plus ou moins agitée. Nous avons reçu respectivement 30 patients le 31 décembre et 28 patients le 1er. Donc ce qui fait un total de 58 patients que nous avons reçus au centre de région de Yaoundé durant le 31 et le 1er. Et parmi ces 58 patients-là, nous avons reçu environ 33 cas de traumatisme et 28 cas d'urgence médicale. Nous avons eu environ 75% des traumatismes qui étaient dus à des accidents impliquant un véhicule contre un autre véhicule. Et à côté, nous avions des patients qui ont fait des chutes de leur hauteur ou des patients qui ont été reçus pour des cas d'agression durant la période de fête. Parmi les traumatisés de la voie publique, le sieur Nono Bertin, qui a échappé belle au quartier Nkwaban. J'étais en train de marcher. La voiture est sortie par derrière moi. Ça m'a frappé. Je me suis retrouvé à terre. Mais on m'a conduit ici. On a commencé le soin. J'ai fait la radio. On dit que la main est cassée. Depuis hier, je me sens un peu à l'aise. Malheureusement, tous n'ont pas eu la même chance, puisque 5 cas de décès ont été enregistrés. Mais dans l'ensemble, il y a eu moins de dégâts que les années antérieures. Preuve que les Camerounais prennent de plus en plus conscience. Le personnel a été renforcé dans les équipes pour qu'au cas où nous pouvons avoir plus de patients qu'on attendait que les autres. Malheureusement, cette année, ça s'est bien passé dans le calme. On n'a pas eu un sentiment que c'était vraiment la fête de fin d'année. Donc je pense que les fêtes étaient plus calmes que les fêtes passées. Nous saluons la sagesse et puis les populations qui ont pris conscience. Au centre des urgences de Yaoundé, une soixantaine de personnels ont été mobilisés pour couvrir cette période délicate. Vous savez que nous avons mis sur pied un plan d'afflux massif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui le clinique qui a 50 places arrive à recevoir 100 ou 200 personnes, il y a un plan qui est fait au clinique pour que nous puissions nous réorganiser afin de recevoir tous ces patients. Rendu à la mi-journée du 2 janvier 2020, quelques patients dont l'état était moins préoccupant avaient déjà été libérés. Pour les autres, ils doivent malheureusement vivre les premiers jours de 2020 dans un lit d'hôpital. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, l'année 2019 a été bien difficile pour de nombreuses familles. Elles ont toujours en mémoire les malheureux incidents ayant ôté la vie à leurs proches. À Baham, on se souvient, une vingtaine de personnes péri à la suite d'un accident de la circulation, la catastrophe de Ngouaché ou encore la difficile équation du flux, la gestion du flux des réfugiés des déplacés internes de la crise anglophone. Ce triste bilan de l'année 2019 a été dressé par le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. Leclerc Sakem, reportage. C'est un tableau d'événements suffisamment sombre et lugubre qu'a présenté la région de l'Ouest Cameroun en 2019. Nous avons enregistré certains coups
qui ont perturbé cette sérénité. Je peux enregistrer, entre autres, le cas de l'éboulement de Ngouaché, qui a enregistré 43 morts. Et également, il y a cet accident de circulation à Baham, qui a enregistré 22 morts. Le climat socio-sécuritaire n'a pas été non plus un fleuve tranquille. Les points saillants sont le flux des déplacés, la crise anglophone et les assauts répétés des bandes armées venant des réseaux en crise, entre autres. Des incursions de sécessionnistes dans notre région. Bien sûr, nous avons enregistré également des problèmes liés au déplacement interne des victimes de la crise du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Également, nous avons enregistré beaucoup de cas de vols, de viols, de profanation de tombes, des coupeurs de routes, des armes, des groupes armés qui ont semé la panique un peu partout dans la région. À côté de ce très événement, l'on peut se féliciter des grands travaux qui ont été réalisés ou encore en cours d'exécution dans la région. Nous avons enregistré beaucoup de projets de développement qui ont transformé la ville de Bafoussam ainsi que toute la région. Pendant ces souhaits de bonne année, au cours d'un point de presse dans ces services, le numéro 1 de la région de l'Ouest invite les uns et les autres à répondre à l'appel des urnes lors des consultations électorales prochaines. Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance à la très haute hiérarchie ainsi que tous les collaborateurs et toutes les populations de la région de l'Ouest. Je suis en train de demander aux populations de la région de l'Ouest de sortir massivement pour participer aux élections qui sont annoncées. Autre actualité au cœur de ce journal, alors que des ONG dénoncent l'usage excessif de la force dans le chaudron de la crise anglophone, le gouvernement, pour sa part, vante la démobilisation, le désarmement des groupes rebelles. Il faut également préciser qu'à l'occasion des cérémonies organisées pour faire passer le message de la nation à ses compatriotes, ils en ont profité pour faire entendre leur voix. Le reportage d'Éric Ouattat et de Michel Ngatiouf. Les ex-combattants séparatistes sortis des forêts ayant intégré les centres de Buea et Bamenda pour le désarmement, la mobilisation et la réintégration expriment leur satisfaction dans les processus mis en place à leur endroit en vue de regagner la société. Ils ont fait entendre leur voix à l'occasion de la double cérémonie d'évaluation organisée à l'occasion dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je combattais pour des revendications. Il y a 4 types, ceux qui combattent pour leurs croyances, ceux qui combattent pour leurs revendications. Il y a ceux qui sont des voleurs et qui prennent du plaisir à rançonner les populations, commettre des kidnappings et des tueries, et ceux qui voient les autres en forêt et les suivent pour porter les armes. Mais moi, j'étais pour des revendications. Quand nous avions rejoint les Ambars, ils nous ont dit qu'à la fin des combats, ils nous donneront plein de choses et même les choses à faire. Mais on s'est rendu compte que ce qu'ils nous ont promis n'était jamais arrivé. Ils sont un peu plus de 90 dans les centres DDR de Buea et une soixantaine dans les centres de Bamenda. Ces ex-combattants disent ne plus vouloir y retourner. Je ne souhaite plus y retourner travailler à nouveau et je me rends. Quand on est ici, on est convaincu qu'en toute simplicité, on peut se rendre. J'ai quitté Bamenda à pied pour Bamenzing. J'ai été aidé par un habitant du centre afin de profiter d'une éventuelle réintégration. Pour ces anciens guerriers séparatistes de Buea et de Bamenda, la recommandation et les attentes des émissaires du Premier ministre Dion Ngouté laissent un message fort à leur endroit. Je vous exhorte de tout faire pour être des citoyens modèles, pour vous retrouver en société. Je vous envoie le message de réconciliation et du vivre ensemble.
Le plus important pour ce centre est de faire de vous des responsables, de bons citoyens afin de participer au développement de notre pays, le Cameroun. Vivement que cette première phase donne de voir ces Camerounais revenir à de bons sentiments et regagner une société dans laquelle ils se sentiront fiers. Fin de parcours pour 3 présumés trafiquants d'ossements humains à Yaoundé. Ils ont été interpellés par les éléments de la police et présentés à la presse. Le récit des faits avec Élisée Borba et Guizogo. C'est la fin de parcours pour 3 présumés trafiquants d'ossements humains qui viennent d'être présentés à la presse à Yaoundé. Qui s'appelle Kaka Hamidou, âgé de 59 ans, Madi Bouka, âgé de 40 ans, et Abdoul Mominou, âgé de 39 ans. C'est après une dénonciation que ces suspects ont été interpellés par la police judiciaire. Une descente musclée a permis d'interpeller ces suspects au lieu dit Fandena, derrière le stade Omnisport. Ces individus étaient en fait porteurs d'un sac qui contenait 14 ossements humains. Le détail de leur cargaison d'un autre type laisse voir un butin singulier. Ces ossements étaient composés de 5 fémurs des adultes, 6 tibias des adultes, 2 radius adolescents et un coccyx adolescent. Devant la police, les mises en cause ont révélé comment ils s'y prennent pour rentrer en possession d'ossements humains. Au cours de leur exploitation, il nous a été révélé leur mode opératoire qui consiste à profaner des tombes dans des villages reculés du pays. Des ossements, selon leurs explications, qui servent à divers usages. Et ces suspects ont également signalé que ces ossements rapportent beaucoup d'argent. Et ces ossements servent à la fabrication du poisonnement, fabrication de certains médicaments et des produits pour des pratiques mystiques, fabrication de certains objets de valeur tels que les pots de fleurs, les plaques à sable, les vases, etc. Les 3 présumés trafiquants d'ossements seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leur forfait. On parle politique à présent. L'UPC met la pression sur la justice avec pour ambition de tirer au clair l'affaire du secrétaire général à son sein. Les cadres ainsi que les militants de cette formation politique se sont rendus ce jour auprès des responsables judiciaires de la cité capitale afin de mettre un terme à cette guéguerre. Une fois de plus, Rodrigue, Élisée Borba et Guizogo. Refusant l'idée d'être sur le pied de guerre, l'UPC bat néanmoins le pavé pour être rétabli dans ses droits, notamment sur la question de sa direction, avec la clarification autour de son secrétaire général. L'UPC est sur le pied de la légalité et de la républicanité. Nous sommes républicains, nous sommes un parti responsable et légal. Donc nous utilisons tous les moyens légaux, de droit, institutionnels, pour que nous soyons rétablis dans ce dont nous avons été victimes, c'est-à-dire un déni de justice. Cette option s'est matérialisée par une descente des cadres militants de ce parti au tribunal administratif de Yaoundé. Nous avons été rencontrer le président du tribunal administratif. Il y a une procédure qui est pendante au niveau du tribunal administratif depuis plus d'1 an, où nous avons régulièrement mis en cause l'acte administratif du ministre qui nomme son secrétaire général de l'UPC. Alors il a établi aujourd'hui que pour que le tribunal se prononce, il faut les réquisitions du parquet, ce qui n'est pas fait depuis 1 an. C'est quand même assez bizarre. Tout en réclamant au tribunal administratif de clarifier son leadership, l'UPC accuse au passage le Conseil constitutionnel d'avoir usé de politique dans sa décision sur le contentieux préélectoral des municipales et législatives de 2020. Il est clair que le Conseil constitutionnel s'est établi en juridiction politique et a fait contre l'UPC un procès politique. À son sens, l'UPC soutient désormais que toutes les portes de la paix lui ont été fermées. On a cogné toutes les portes de la paix. On nous les a fermées à double clé. Et maintenant,
ce qui arrivera va arriver. Dans tous les cas, personne de normal ne peut admettre que dans la Sanara Maritime et l'Union qu'on fasse des élections sans l'union des populations du Cameroun. C'est maintenant un complot pour détruire un parti, pour détruire un peuple et pour détruire les militants de ce parti. Et ce parti n'exclut pas de se retrouver dans la rue. Je pense que voir l'UPC dans la rue, c'est une possibilité. Et si cette possibilité arrive véritablement, on ne nous en voudra pas. Elle ne sera pas une création de l'UPC, mais l'UPC sera tout simplement poussée à bout, n'est-ce pas, de ses possibilités, et ça sera une façon de s'exprimer pour matérialiser son mécontentement et permettre à la population de dire non et de défendre son parti, le Parti des martyrs camerounais. Pour en savoir davantage sur les réquisitions du parquet attendues dans l'affaire qui les préoccupe, les cadres et militants de l'UPC se sont rendus dans le bureau du procureur général à Yaoundé après le tribunal administratif. Le chapitre santé de ce journal à présent, en dépit du statut encore précaire de son personnel, le centre des urgences de Yaoundé fait un bond en avant. Le taux de fréquentation et la qualité des soins sont nettement améliorés, malgré que certains patients continuent de ne pas payer les prestations reçues. L'amélioration du plateau technique en cours devrait donc permettre à l'Institut, au centre des urgences de Yaoundé, de relever les défis qui l'interpellent. Le reportage de Marcelin Gansop. En suivant ce reportage de Marcelin Gansop, je vous le disais un instant, en dépit du statut encore précaire de son personnel, le centre des urgences de Yaoundé fait un bond en avant. Le taux de fréquentation et la qualité des soins sont nettement améliorés, bien que certains patients continuent de ne pas payer les prestations reçues, et l'amélioration du plateau technique en cours devrait donc permettre à la formation hospitalière de pouvoir relever les défis qui l'interpellent. Marcelin Gansop, Rodrigue Ngassi. Dans nos prochaines éditions d'information. Tout autre chose à présent, plusieurs éléments des forces armées ont reçu des promotions à Douala. La cérémonie de remise des épaulettes s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du littoral. Le reportage d'Innocent Abega et de Xavier Foucault. Ambiance particulière ce 1er janvier 2020 à l'esplanade du camp de la Valeur du poste de commandement de la région militaire inter-armée 2 à Douala. Cette cour abrite la cérémonie de promotion au grade supérieur des personnels non officiers des armées et de la gendarmerie nationale au titre du premier trimestre de l'année budgétaire 2020. Une promotion qui n'est rien d'autre que le résultat de plusieurs années de dur labeur. Ça n'a pas été facile. 5 années de difficultés, de travail ardu. Nous n'avons cessé de travailler avec courage, bravoure et abnégation. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une fierté pour nous d'arborer ces galons de capitaine. C'est vraiment la preuve que nous avons fait preuve de discipline et surtout d'ardeur au travail. Le couronnement qui suscite joie et euphorie n'est que la partie visible de l'iceberg, réalité à prendre en compte par d'éventuels postulants. Quand on entre à l'EMIA, on ne sait pas toujours qu'on va arriver à ce niveau où j'en suis aujourd'hui. Donc je suis heureux, je suis comblé et je rends infiniment grâce à Dieu. Le conseil qu'on peut prodiguer à ceux qui aspirent, c'est qu'il faut qu'ils y viennent avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination. C'est ça qui peut leur permettre de pouvoir se doter de cette abnégation qui permette de toujours véritablement évoluer dans le sens de la discipline des armées. Parce que c'est ça notre sceau. Les amis, les connaissances et les épouses sont venus nombreux partager la joie des bénéficiaires qui expriment leur reconnaissance. Je commencerai par exprimer ma profonde gratitude à mon haut commandement pour cette marque de confiance. Et plus particulièrement au chef d'État, chef des armées,
son Excellence, Président Paul Biya. Aujourd'hui, c'est un grand jour que je remercie Dieu infiniment. Aussi, parce que en travaillant, être discipliné, disponible, loyal, et c'est ça qu'aujourd'hui je suis récompensé. Cette cérémonie, présidée par le gouverneur de la région du Littoral, est la première à laquelle prend part le nouveau patron de la 2e région militaire interarmée, le général Eba Benoît. À présent, ce public reportage, l'entreprise CIMAF Cameroun se rapproche davantage de sa clientèle à travers une vaste campagne de promotion qui a déjà fait 3 heureux gagnants. Ils ont été tirés au sort lors d'une tombola et ont reçu leur chèque. Reportage. Ils se sont prêtés au jeu lancé par CIMAF Cameroun. Aujourd'hui, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Première escale dans la région de l'Ouest, dans la ville de Banjoun, où M. Lévi Kemtiepo y a son chantier. Il est entrepreneur. Sa fidélité à CIMAF Cameroun est aujourd'hui récompensée. Après tirage au sort, il remporte la somme de 300 000 francs CFA. Lors d'un de mes projets dans la région de l'Ouest, précisément à Banjoun, j'ai commandé une quantité de ciment et on m'a fait comprendre qu'il y avait des tombolas. J'ai dû gratter quelques tickets en fonction des quantités que j'avais achetées. La demoiselle me dit, cumule les tickets, il y a un tombola qui passera à Equinox Télévision dans quelques jours. Alors les tickets, il faut bien les conserver. Heureusement pour moi, j'ai conservé mes tickets. Et un matin, il y a une dame qui m'appelle en me disant, c'est vous, monsieur Kemtiepo Lévi? Je dis oui, c'est moi. Elle me dit, vous venez de gagner au tirage au sort qui s'est passé à Equinox le dimanche à 14h. Continuez à utiliser le produit CIMAF parce que derrière le produit CIMAF, il n'y a plus que la qualité du produit, mais il y a aussi des gains. Après la ville de Banjoun, cap sur Douala, à la rencontre de Alain Lepalou. Il a fait le déplacement pour la direction générale de CIMAF Cameroun à Bonabéry, afin de rentrer en possession de son chèque d'une valeur de 200 000 francs CFA. Je suis allé me ravitailler dans un dépôt de la place, comme d'habitude. Je me suis rendu compte qu'ils ont lancé un tombola. Après mes achats, j'ai tiré donc un ticket là et on a gratté. Et après ça, il y a de cela quelques jours que j'ai reçu un coup de fil de la direction de CIMAF, me faisant comprendre que je fais partie des heureux gagnants, quoi. Je n'utilisais pas ces produits par rapport à ce tombola parce que CIMAF fait des bons produits. La qualité des produits CIMAF, tout comme sa volonté à satisfaire sa clientèle de plus en plus nombreuse, n'est plus à démontrer. CIMAF est un opérateur cimentier responsable, alliant professionnalisme, efficacité et intégrité pour produire, développer et commercialiser des matériaux durables et des services innovants pour nos clients. Le 3e gagnant de la première phase de tirage au sort de cette tombola réside dans la ville de Yaoundé. Ghislain Feugem, après tirage au sort, remporte la somme de 500 000 francs CFA. Et remercier vraiment CIMAF pour ce qu'il vient de m'offrir comme cadeau de Noël et de Nouvel An. J'aime vraiment le produit CIMAF parce que moi j'ai fait l'expérience et j'ai trouvé vraiment que CIMAF est vraiment la meilleure. Il n'y a pas mieux que CIMAF. L'entreprise n'entend pas s'arrêter en si bon chemin puisque la tombola se poursuit. Chez CIMAF Cameroun, nous sommes totalement orientés clients. C'est à ce titre que nous avons lancé une grande promotion qui a débuté le 9 décembre 2019 et qui s'achève le 19 janvier 2020. Le mécanisme, il est très simple. Vous vous rendez dans un point de vente agréé CIMAF, vous achetez 10 sacs de ciment CIMAF, vous recevez une carte à gratter, et vous découvrez votre lot instantanément et vous participez à la grande tombola CIMAF en route vers des millions. Nous avons 4 grandes tombolas. La première s'est déroulée le 22 décembre 2019 sur Equinox TV. Et vous avez la possibilité encore de participer aux 3 autres tombolas qui auront lieu le 5 janvier, le 12 et le 19 janvier 2020. CIMAF Cameroun, à travers cette vaste campagne, entend davantage se rapprocher de ses consommateurs afin de leur témoigner son engagement et son soutien indéfectible dans la réalisation de leurs différents projets avec les produits CIMAF. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
Voilà Nadine Yambou, un seul titre pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, recrudescence du trafic d'ossements humains, encore appelé le bois blanc. Un seul titre, madame, monsieur. Bonne soirée à vous Nadine Yambou. Bonne soirée à vous Saint-Germain. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement.